Bonjour à tous, merci d'être restés ou d'être venus pour cette session spécifique. Aujourd'hui, nous avons 4 intervenants pour cette session sur l'Europe, moteur des transformations en santé. Point d'interrogation, on n'aurait pas besoin du point d'interrogation, mais enfin on a mis un point d'interrogation. On a avec nous 4 invités. Je vais commencer par notre invité en ligne qui est Johan van Eldere, professeur van Eldere, qui est professeur de microbiologie, ancien directeur médical de l'hôpital universitaire de Leuven en Belgique, à 15 km de Bruxelles, et surtout membre du comité exécutif de l'Alliance européenne de l'hôpital universitaire, qu'il va nous présenter en premier lieu. Nous avons également le professeur Céleste Lebé, qui est professeur des universités praticiens hospitaliers à l'université Paris-Cité, qui est responsable du centre des cancers cutanés à l'hôpital Saint-Louis, et co-directrice de l'Institut du cancer, bien sûr, tout ça, assistance publique hôpitaux de Paris-Nord. Nous avons avec nous Lars Gans-Orn Knudsen, qui est le Chief Analyst Officer and Executive Advisor de l'hôpital universitaire de Aarhus, si je prononce bien, au Danemark, qui est membre également de l'Alliance. J'ai oublié de préciser que la PHP est aussi membre de cette alliance qui va nous être présentée. Et bien sûr, Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du CHU de Rennes, très chère à mon cœur, présidente, le CHU de Rennes, la présidente de la commission des relations internationales de la conférence des directeurs généraux de CHU, donc vous l'avez vu déjà précédemment. Je laisse la parole tout de suite à Johan qui va nous présenter, on a quelques slides qui vont nous être présentés sur cette alliance européenne de l'hôpital universitaire pour le traduire en français littéral. Johan, voici. Merci Pascal. Donc c'est mon grand plaisir de vous présenter l'EUHA. L'EUHA, c'est European University Hospital Alliance. Ici, je pourrais avoir les diapos suivants. Diapo suivant. Oui, donc comme vous le voyez, cette alliance est née d'ici il y a 5 ans. En 2017, à Barcelone, on a eu la première réunion. C'était en fait une initiative de Barcelone avec Stockholm, Karolinska. Et à ce temps, ils ont invité 8 autres hôpitaux de s'allier à cette alliance. Il y a un hôpital Oslo qui n'a pas voulu s'allier. On a été 9 jusqu'à l'année passée où Aarhus est aussi venu nous rejoindre. Donc, on est maintenant 10 hôpitaux universitaires. Nous sommes en général les plus grands hôpitaux dans notre pays. Ce sont des hôpitaux ou des réseaux d'hôpitaux universitaires. Et notre but, en fait, c'est d'apporter le soutien maximal au développement d'écosystèmes de santé sur le niveau européen. Et comment est-ce qu'on estime faire ça? D'abord, en échangeant les pratiques meilleures dans nos hôpitaux entre nous, mais aussi de promouvoir ces pratiques dans les autres hôpitaux, en échangeant personnel entre nos hôpitaux, pas seulement les médecins, mais aussi les infirmiers, les infirmières, les paramédicaux, même les gens du management, donc pour voir comment ça marche dans les autres hôpitaux, et aussi d'être un facteur d'influence sur le niveau européen. On estime que de plus en plus, il y a des décisions qui sont prises sur le plan européen qui ont un impact sur nos hôpitaux. Donc, sur ce diapo, vous voyez nos membres, Karolinska Charité à Berlin, APHP, mais aussi l'hôpital universitaire de Vienne. Il y a même King's Health Partners à Londres, Valdebron à Barcelone, il y a San Raffaele à Milan, et il y a Leuven et Aarhus, comme j'ai déjà dit. Vous voyez en bas quelques données sur la quantité d'études, de personnel, etc. Mais comme j'ai dit, nous sommes en général les plus grands réseaux ou hôpitaux universitaires dans nos pays. Diapo suivant. Comment est-ce qu'on est organisé? Nous avons un conseil d'administration qui est composé des directeurs généraux des différents hôpitaux qui sont membres de notre alliance. Nous avons un conseil exécutif, le steering committee, qui gère, disons,
les besoins journaliers. Mais ce qui est important, nous avons dans notre alliance des réseaux de personnes qui ont des fonctions similaires dans les différents hôpitaux, et ces réseaux ont des réunions régulières qui permettent aux gens de discuter de leurs problèmes, des solutions, etc. Et en plus, nous avons ce qu'on appelle des groupes de travail dans lesquels on entame des projets sur des sujets, des problèmes de tous les jours dans nos hôpitaux. Ce sont des projets qui sont financés par l'Alliance même ou par des fonds européens ou autres. Et ce sont surtout ces groupes de travail qui essayent de changer, de donner des solutions pour des problèmes dans nos hôpitaux. Ce sont surtout ces groupes de travail qui sont importants. Et le diapo vous montre le diapo suivant, s'il vous plaît, vous montre un groupe de travail dont le professeur Lebé va vous raconter un petit peu, dont on est particulièrement fier, c'est-à-dire le groupe de travail sur les thérapies cellulaires et génétiques qu'on a constitué il y a en fait maintenant presque 3 ans et demi, fin 2019, à Paris, et qui vise à faciliter surtout les essais cliniques, mais en général ces thérapies cellulaires et génétique. Mais je laisse la parole maintenant au professeur Lebé pour continuer cette exposition. Merci beaucoup, Johan. Effectivement, un des bons exemples de cette alliance, c'est ce que va nous présenter le professeur Lebé, s'il vous plaît. Donc, vous m'entendez? Oui. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à Johan effectivement de me donner la parole pour vous parler de cet essai. Alors, je précise que j'ai rejoint le groupe, je dirais récemment, grâce à mon institution et grâce particulièrement au professeur Ménaché, qui est chirurgien cardiaque à l'HEGP, qui, je dirais, connaissant mon intérêt dans le mélanome et la thématique de cet essai clinique, m'a convié à rejoindre ce groupe. Et du coup, effectivement, je pense qu'on peut peut-être passer la diapositive suivante. Je trouve que cet essai met particulièrement en évidence le transfert de la recherche fondamentale qui est fait, là en l'occurrence, à Rotterdam par Renaud Debets, donc la recherche fondamentale développée par un des partenaires de l'Alliance et qui va être appliquée je dirais en clinique, qui arrive en clinique, alors qui arrive par étapes. D'abord une phase 1 précoce qui est faite aux Pays-Bas, et puis ensuite une extension de cette phase 1, donc toujours essai précoce, à 2 autres pays de l'Alliance, du coup la PHP et puis la Charité à Berlin. Donc pour je dirais résumer cet essai, eh bien, c'est un essai de thérapie cellulaire qui va consister à délivrer aux patients leur propre lymphocyte T. Donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un lymphocyte T. Ce sont ces artisans du système immunitaire dont certains sous-groupes, en tout cas, vont normalement nous traiter, éviter l'apparition de tumeurs, d'infections, qui en l'occurrence, quand on a un cancer avéré, font pas bien leur job. Et donc je pense que vous avez certainement entendu parler ce qu'on appelle les CAR T-cells, qui font beaucoup de bruit dans le monde entier. Les CAR T-cells, c'est des lymphocytes T des patients qu'on a en fait, je dirais, pris chez le patient par ce qu'on appelle une leucophérèse, et puis on les a manipulés génétiquement en leur mettant en fait une espèce de tête d'anticorps, ce qui fait que ce lymphocyte T va reconnaître la cellule tumorale et exercer de façon relativement spécifique ces fonctions de ce qu'on appelle cytolytique, c'est-à-dire une machine à tuer la cellule tumorale. Alors nous, ce que fait Renaud Debets, c'est pas tout à fait des CAR T-cells, c'est ce qu'on appelle des TCR T-cells, c'est-à-dire le lymphocyte T
reste un lymphocyte T du début jusqu'à la fin, mais donc vous le prenez toujours chez le malade, vous prenez des lymphocytes T chez le patient et puis vous manipulez ces lymphocytes T ex vivo pour lui faire exprimer un récepteur qui n'est pas celui qui l'exprime naturellement, qui est un récepteur qui va l'amener à reconnaître l'antigène d'intérêt. Donc l'antigène auquel s'est intéressé Renaud Debets, c'est pas la peine vraiment de le retenir, mais il s'appelle MAGE-C2. Ça fait partie de ces antigènes qui sont sélectivement exprimés par les cellules tumorales et pas par les tissus normaux. C'est très important parce que on vise en fait à stimuler une horde de lymphocytes T, mais on veut le faire contre les cellules tumorales et on ne veut pas le faire contre les cellules normales. Si on le fait, on risque de tuer l'individu. Et donc, voilà, l'essai arrive après toute une batterie d'études précliniques sur lesquelles je ne vais pas effectivement m'attarder, mais qu'a fait le laboratoire de Renaud Debets. Il a notamment vérifié la spécificité de son antigène. Et puis là, il a commencé en fait l'essai chez l'homme. Il a déjà traité quelques patients avec, pour le moment, des résultats, je dirais, qui nous permettent de continuer. Je ne vais pas dévoiler l'affaire. Et nous allons, j'espère, pouvoir rejoindre fin 2023 avec la Charité cet essai. Donc je crois que c'est un bel exemple d'application d'une belle recherche fondamentale à la clinique. Bon, on ignore encore si ça va être couronné de succès, c'est-à-dire d'efficacité sans toxicité chez l'homme. Et donc j'ai oublié de vous préciser l'essentiel, c'est-à-dire que l'histoire débute dans le mélanome et dans les cancers tête et cou, c'est-à-dire dans 2 cancers où l'antigène en question est très exprimé, mais si ça marche bien, eh bien l'essai a vocation après à s'étendre à d'autres cancers. Donc voilà, je pense que c'est... Merci beaucoup. Donc très bon exemple de ce que l'Alliance a permis grâce à l'existence de ce réseau de 10 hôpitaux de 10 pays. On va passer maintenant à un autre exemple avec Lars, si vous voulez bien, pour se poser la question de comment et si la connaissance peut traverser les frontières, et on ira un petit peu plus loin ensuite pour présenter un peu le travail qui est fait avec Hugo, avec les établissements français dans ce réseau. Yeah. Well, thank you very much, first of all, to be here. I've had the pleasure to work for both the embassy in Paris, but also the embassy in Berlin, in order to establish health alliances, hospital alliances across borders. And I think it's very important that we not only have the official connection on the health authority level and the state level, because innovation is often driven in the real world. And last year, Sophie Labrosse from the embassy and I had the privilege to visit Hugo, visit all the university hospitals and establishing common understanding on the problems that we are facing, but also the areas where we can actually share information and knowledge, so we don't have to start from scratch everywhere. So some of the areas that we are looking into is actually areas that all hospitals will be affected of, namely changing the system, changing the hospitals, because it is needed. We are all facing the same demographics, an elderly growing population, people with multiple chronic diseases, and the fact that we don't have the hands, the nurses, doctors, in order to give the treatments to this population. So we need to think differently, and we can't do that alone. We need to have communities where we can discuss, where we can innovate. UHA is a very good example, and I think the work in progress that we are doing with Hugo is another example. Donc Véronique, quelques mots sur Hugo justement, et qu'est-ce que Hugo pense et déjà peut-être obtient en fait de cette relation privilégiée avec nos amis danois. Oui, je voudrais remercier Lars et Sophie, puisque nous connaissons maintenant depuis plusieurs années. Effectivement,
On a souhaité avec Hugo, et je salue ma collègue d'Angers et Fanny Godin, la déléguée générale d'Hugo aussi, qui sont très impliqués avec l'ensemble des CHU du Grand Ouest, parce que Hugo, c'est la réunion des CHU du Grand Ouest, CHU et CHR, en fait, 6 CHU, CHR, il y a également un CLCC et 2 centres hospitaliers qui ont décidé il y a maintenant de très longues années, donc on a une expérience de plus de 10 ans, 15 ans maintenant je pense, de travailler ensemble pour mieux coopérer, à la fois dans le domaine des soins, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur... à titre d'exemple, les SIOS, l'organisation des soins, mais l'organisation de la recherche aussi, puisque nous avons des appels à projets Hugo entre CHU et également l'organisation de la formation, puisque nos doyens aussi travaillent ensemble sur des sujets comme la simulation et sur bien d'autres projets. Donc, c'est vraiment une structure de coopération entre le CHU du Grand Ouest et Hugo. Il se trouve que c'est 9 millions d'habitants. C'est un territoire relativement homogène, même si je cite quand même tous les CHU, je pense que c'est important. On commence par le A, Angers, n'est-ce pas? Angers, Brest, Nantes, Orléans, Tours, Rennes. Nous avons une population de 9 millions d'habitants et le Danemark, je crois que c'est un peu plus de 6 millions d'habitants. Le Danemark est un pays très intéressant parce qu'il a un système de santé tout à fait passionnant. D'ailleurs, nos 2 ministres de la Santé viennent de signer une déclaration d'intention commune pour travailler ensemble. Notamment, il est bien mieux organisé que nous en matière de santé primaire, d'implication des collectivités dans l'organisation des soins primaires. Dans l'organisation hospitalière aussi, ils ont créé au Danemark ce qu'on appelle les super hospitals, c'est-à-dire des hôpitaux universitaires qui sont totalement restructurés, qui d'ailleurs travaillent énormément en réseau avec la médecine de ville et avec une concentration beaucoup plus importante de l'offre de soins d'ailleurs qu'en France, bien qu'il y a beaucoup d'îles au Danemark, donc c'est pas si simple. Et nous avons beaucoup de points communs, comme vient de le dire Lars, pour échanger. Et nous avons décidé, donc, dans le cadre d'Hugo, d'organiser des échanges. Donc, nous avons appelé ça l'Alliance franco-danoise, Hugo Danemark, donc, qui nous permet d'échanger sur de nombreux thèmes. Le management, notamment le management du changement. Parce que la construction d'hôpitaux, Lars construit un hôpital, je construis et reconstruis mon hôpital, les CHU du Grand Ouest reconstruisent leurs hôpitaux. Ce sont des changements organisationnels, culturels, managériaux, dans l'organisation des soins, dans les pratiques qui sont essentielles, qu'il faut accompagner et donc pouvoir échanger sur les pratiques, sur le management, sur nos organisations. Le Danemark est aussi très en avance sur le digital, sur la logistique, sur plein de sujets d'organisation qui sont évidemment majeurs pour nos hôpitaux universitaires. Et évidemment, il y a aussi l'enseignement et la recherche. Vous en avez très, très bien parlé à travers les essais et on souhaite aussi, pourquoi pas, aussi pouvoir promouvoir ces sujets-là, sachant que nous avons priorisé à la fois la question du management du changement, l'innovation. Nous avons parlé de l'innovation, elle est thérapeutique, elle est organisationnelle, elle est aussi dans le digital, dans le numérique, dans la logistique. Et le troisième thème qui est, je viens d'oublier, mais je vais m'en souvenir. Voilà, le rôle, je ne devrais pas oublier, parce que c'est quand même un sujet qui nous préoccupe au quotidien, le territoire. L'ouverture du territoire et le rôle des patients également, et l'expérience patient, qui est aussi un enjeu tout à fait majeur. Voilà, donc et ces échanges qu'on a fait bien sûr par visio aujourd'hui vont sans doute se poursuivre et permettre des travaux complémentaires et des visites et des missions communes de nos équipes sur le terrain. On évoquait tout à l'heure avec les ministres le fait que ce soit sur le bottom, c'est-à-dire que ça parte du terrain. C'est très important d'avoir des échanges de terrain entre professionnels pour pouvoir améliorer nos pratiques et voilà, engager des coopérations à l'international. Et l'Europe, voilà, et le Danemark, évidemment, en Europe aussi, du fait de la qualité de son système de santé, voilà, est tout à fait intéressant comme terrain de complémentarité et d'expérience. Il reste 5 minutes. We still have 5 minutes. Last question. I will start by Lars because you raised the issue. Do you think it will lead to patient crossing borders more? Est-ce que ça va augmenter ce type de coopération, les flux de patients, notamment sur les maladies rares, sur d'autres pathologies également? Yes, I think it's something that we have to look into because as we get new treatments and they're getting more and more sophisticated, you can ask yourself the question, does a country with 6 million inhabitants actually, can they afford to have one speciality? I think we'll reach to a point where at least we need to have centers of excellency where we can have patients sent around in that excellency
because our capacity might vary individually. So I think we'll see in the future that patients will travel across border to get very, very specialized treatment abroad. But in order to do so, we need to make sure that the patient data can follow, because otherwise we will lose the time by translating from one country to another. There'll be too much lost in translation. So when the patient actually arrives at the other hospital, it's too late. So I think we'll see that in the future. It's a necessity, and in EU at least. Thanks a lot, Lars. Désolé, on va devoir arrêter pour passer à la session puissante. C'est très clair qu'il faut continuer ce sujet l'an prochain. Un message au CHU. L'année des élections européennes, donc tout indiqué pour effectivement rediscuter d'Europe et poursuivre un peu le travail et de voir effectivement le résultat des travaux qui sont menés dans le cadre de l'Alliance, mais aussi des travaux de Hugo avec nos partenaires danois. Donc merci à tous et puis à suivre.